Bonsoir à tous, ravi de vous proposer ce soir sur France 3 Normandie un nouveau débat politique en direct. Dans 4 jours, le premier tour des législatives, un scrutin qui, dit-on, ne suscite pas un enthousiasme débordant. C'est notre rôle, à nous également, médias de proximité, de vous intéresser à cette élection. Qu'attendez-vous de votre député? Quel message souhaitez-vous lui faire passer? Un débat pas comme les autres ce soir, puisque ce sont vous, les citoyens, qui prenez la parole ici, à Rouen, dans cette belle agora qu'est le quartier libre. 1 heure de débat que j'ai la chance d'animer avec vous, Véronique Arnoux. Bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Vous l'avez annoncé, ce soir, nous ne donnons pas la parole à des élus. Allez, on change un peu. Nous avons le plaisir d'accueillir des femmes et des hommes aux profils variés. Vous avez, je pense, ce goût commun pour l'échange des expériences et des points de vue. Alors, nous avons ce soir un lycéen de Val-de-Reuil de 16 ans, une chef d'entreprise qui vient du Havre, un retraité qui a travaillé dans un lycée professionnel comme professeur, une fonctionnaire qui s'engage auprès des migrants, une agricultrice éleveuse de vaches laitières près de Forges-les-Eaux. On change de table. Nous avons donc Crimson, un rappeur rouennais âgé de 26 ans, une commerciale, une mère aussi, qui se bat pour son fils autiste, le président d'un club de foot, celui d'Évreux, une salariée en EHPAD près de Bernay. Et on termine avec un étudiant en école de commerce. Merci à vous d'être là. Je pense que les échanges vont être riches et fructueux. Effectivement, vous aurez effectivement sans doute plein de choses à nous dire, à vous dire. Également votre expérience de la vie, du monde du travail, de l'associatif, les relations humaines aussi. 2 grands thèmes vont structurer notre émission. Les inégalités, il y a de quoi dire. Retraite, salaire, accès aux soins, transport, culture. Et puis le premier thème qu'on souhaite aborder ensemble, c'est la défiance. La lassitude, la défiance, disons, à l'égard des élus, du pouvoir. Écoutez tout d'abord ces témoignages. Ah, vous ne votez pas? Je ne vote plus. Pourquoi? Parce que la politique m'intéressait. Elle ne m'intéresse plus parce que je pense qu'ils ne s'intéressent plus à nous non plus. J'ai jamais voté et j'en ai pas. Je ne savais pas vraiment. Ouais. Je m'y intéresse pas forcément. Quoique, plus bizarrement, depuis que mon fils est là. Michael Ekoman, alias Crimson, c'est vous qui allez ouvrir le débat. Vous avez 26 ans, vous êtes donc rappeur et cette année en service civique. 26 ans et vous n'avez jamais voté. Alors voilà, je viens vous voir pour ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, pourquoi j'ai jamais voté? Parce que je pense que c'est un problème de représentation. Je me sens pas forcément représenté par ce qui se fait par la classe politique. Je pense qu'il y a aussi un problème de confiance. Moi, si je me dis que je vais voter, j'aimerais bien voter en quelqu'un en qui j'ai confiance. Et là, c'est pas le cas, du coup, je vote pas. Pourtant, vous vous intéressez à la politique, hein, vous me l'avez dit, vous vous renseignez, vous cherchez quoi. Ouais, je me renseigne évidemment. Ça concerne aussi ma vie et celle des gens à qui je tiens et aussi la vie des Français. Donc il faut que je me renseigne. Il s'agit de ma vie, mais les messages qui sont véhiculés et les idées qui sont proposées ne me parlent pas forcément en fait. Les élus ne vous ressemblent pas? Ouais, en quelque sorte, ouais. Vous dites donc que vous ne trouvez pas chaussures à votre pied. Ici, je crois que tout le monde a voté pour la présidentielle. Je me tourne vers vous, Alexandre Sivi. Vous avez 22 ans, vous êtes étudiant en école de commerce. Vous avez voté pour Éric Zemmour. Bonjour à tous. Pourquoi? Oui, Qu'est-ce qui vous attire chez lui? Quand on parlait justement de défiance envers les politiques, jusque-là, j'étais moi aussi très défiant envers cette classe politique qui représente les intérêts de certains, selon moi. J'ai voté pour Éric Zemmour pour 2 raisons, pour lutter contre le grand remplacement et le grand déclassement, et car c'est le seul qui ne venait pas de la classe politique et qui ne vivait pas de la politique jusqu'ici. Alors le grand remplacement d'un mot, c'est une théorie qui est portée par l'extrême droite, c'est votre avis qui est bien sûr discuté. Je me tourne vers Sophie Rousset, vous êtes fonctionnaire, vous venez d'entendre 2 jeunes, il y en a un abstentionniste, un autre qui vote pour l'extrême, ça vous inspire quoi?
Moi, en fait, je suis aussi une femme et moi, le droit de vote, c'est 45 en France et c'est tard. C'est un des pays européens les plus tard. Donc, pour moi, c'est vraiment un devoir et une obligation d'aller voter. On peut voter blanc aussi si personne nous représente. Donc, après, chacun ses idées. Voilà, je ne les partage pas forcément. Et je comprends aussi qu'on puisse ne pas aller voter parce qu'on n'a pas de personnes qui nous représentent. Mais la démocratie, elle est fragile. Donc, voilà, je vous invite quand même à aller voter. Voilà, pour moi, c'est important. Vous, Aline Catoire, vous êtes la bonne élève, 39 ans, vous avez toujours voté et vous avez même été conseillère municipale jeune, puisque vous étiez dans un village. Qu'est-ce que ça vous a apporté de voir un petit peu de l'autre côté, finalement ? Alors c'est vrai qu'en milieu rural, peut-être que les statistiques le diront, mais on a tendance à plus voter. Et puis aussi de par l'éducation, parce que j'ai vu mes parents aller voter, donc je les ai suivis très tôt dans un bureau de vote où on avait 80 habitants. Donc déjà, il y avait aussi cette complicité avec les scrutateurs, c'était une activité normale pour nous d'aller voter. Donc j'ai toujours continué. Et puis c'est une éducation que je donne à mes enfants aussi. Et quel regard portez-vous, par exemple, sur les élus qui sont agressés verbalement, mais même voire physiquement ? C'est quelque chose... Qu'est-ce que vous en pensez ? Et je complète effectivement la question de Véronique, qui disait que vous étiez engagé, elle l'a rappelé. Est-ce que vous seriez engagé aujourd'hui par rapport à ce que dit Véronique sur cette violence qu'il y a à l'égard des élus, des maires locaux notamment ? Je ne cautionne pas du tout cette violence, que ça soit vers un élu ou vers un citoyen en général. Oui, moi, je continuerai à m'engager. Je ne suis plus conseillère municipale parce que j'ai déménagé, mais c'est quelque chose qui est pour moi important, d'être au cœur de la vie de nos villages. Parce que bon, là maintenant, ma commune, il y a 500 habitants, mais le conseil municipal, tout le monde le connaît. Donc c'est quelque chose de très proche dans notre vie de citoyen à la campagne. Et pour, par exemple, prenons Crimson qui habite plutôt en ville, qui ne connaît peut-être pas les élus de proximité. Est-ce que vous comprenez cette défiance ? C'est quelque chose que vous pouvez concevoir ? Voilà, enfin, moi mon argument c'est de dire qu'il y a de la proximité entre nous et les élus, que ce soit au niveau du conseil municipal mais au-delà, et aussi de par mon activité professionnelle agricole, je suis concernée jusqu'à l'échelon des élections européennes. Donc c'est aussi de par ma profession que je me sens concernée par tous les échelons de vote et que j'ai donc toujours été votée. C'est vrai que là vous êtes même allé à un débat avec 5 des candidats de votre canton. Vous y allez pour choisir pour qui vous allez voter ou pour conforter votre vote ? Là, j'y suis allée pour choisir, parce que c'est vrai que j'hésite encore pour l'élection dans 4 jours. Intéressant. Alors on poursuit la conversation et la présentation. Je me tourne vers Philippe Mongreville. Donc on a parlé de la campagne. Là on était dans le coin de Forgezo, de Rouen. Crimson vient de la Sablière, qui est un quartier populaire. Vous êtes président du club de foot d'Évreux. Il y a 750 adhérents. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, de ce lien entre les élus et les citoyens ? Je dirais que le travail, il est chez l'élu. Là, nous allons attaquer les élections législatives, donc des élections locales. Et je pense que dans les contrées où les élus sont présents, nous aurons un taux de participation qui sera fort. Et à l'inverse, malheureusement, quand les élus, je vais presque dire, se réveillent 2 semaines avant les élections pour faire campagne, et là, on a de fortes chances d'avoir des taux d'abstention qui, eux, vont être forts à l'inverse. Alors les élus, et le premier d'entre eux, le président Emmanuel Macron, qui a sorti ces jours-ci de son chapeau, j'ai envie de dire, le Conseil national de la refondation. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler les uns les autres. Ce serait à partir de septembre des assemblées où les citoyens parleraient dans chaque bassin de ville. On a listé 1200. Vous y croyez ou c'est purement électoraliste? Vous pensez à quelques jours de ce premier tour des législatives? Vous l'avez résumé, nous sommes en campagne électorale. Donc voilà, nous avons un président qui a besoin de conforter son élection à travers l'Assemblée nationale. Donc voilà, il est de bon ton qu'il fasse des propositions comme celle-ci. On verra, il ne faut pas que ce soit le énième machin, effectivement, qui soit sorti et qui satisfasse le peuple. Je pense que véritablement, je vais faire un petit peu de redite, mais il faut que l'ensemble des élus et des candidats soient présents. Alors je vois autour d'Évreux, c'est
c'est le cas. On a une forte présence déjà des élus d'une manière générale. Nous avons la chance de vivre aussi, sans faire de politique, mais de vivre dans une région avec un président qui est très impliqué lui également. Et je vis aussi partiellement à Paris. Voilà, non, à Paris, on n'a pas du tout la même impression concernant la classe politique, concernant la proximité de nos politiques, parce qu'effectivement, ce sont des gens qu'on ne voit jamais ici, que ce soit à Évreux, que ce soit dans notre département ou dans notre région. Vous allez rarement sur une manifestation où vous n'avez pas un représentant de la classe politique avec qui vous pouvez parler, qui est accessible, ce qui n'est pas le cas dans d'autres régions, et particulièrement en région parisienne. Pardon. Stéphanie Le Villain, c'est vrai qu'on a parlé des élections législatives en préparant ce débat. Vous avez eu un doute sur le nom de la députée qui l'était encore. Et vous me disiez à chaque élection, vous êtes sûr de votre choix de plus en plus tard. Donc c'est quoi? C'est ce manque de proximité, de connaissance, de simplicité entre les citoyens et les candidats? Oui, c'est complètement ça. Des fois, je suis devant et je ne sais pas qui choisir. Donc ça devient, enfin, je pense que je ne dois pas être la seule. Après, voilà, je me sens pas, il n'y a pas assez, c'est compliqué, quoi. Si on vous suit bien, là, vous ne savez pas encore dimanche prochain pour qui vous voterez dans votre circonscription? Pas du tout. Ça rejoint un peu ce que disait Aline Catoire précédemment. Après, c'est aussi à moi aussi de documenter. Mais non, mais c'est compliqué à trouver pour qui aller voter. Et d'échanger peut-être ce qu'on fait ce soir. Véronique, je crois que vous vouliez aussi parler de Nancy, hein, qui, elle, a un discours intéressant. Un discours peut-être un peu optimiste, on va dire. Non, vraiment. Donc, pour vous situer, vous avez un enfant autiste qui a 8 ans. Vous avez dû beaucoup vous battre pour lui. Mais vous me disiez que le plan autisme mis en place il y a 5 ans, c'est finalement une des premières fois où vous voyez une politique qui peut changer les choses? C'est surtout que si on fait un état des lieux de ce qui se passait il y a 10 ans par rapport à l'autisme, parce que c'est ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, en fait les enfants, il y avait beaucoup moins de prise en charge, les enfants parfois étaient même parfois cachés, enfin, on n'était pas du tout sur la même bienveillance par rapport à la gestion de l'autisme. Alors évidemment, il y a encore beaucoup à faire. Mais il faut quand même souligner qu'il y a des choses qui ont été faites. Donc voilà, faut quand même savoir aussi parfois pointer du doigt les belles choses qui ont été faites, même si c'est toujours pas assez, ça c'est sûr. Mais il y a des choses qui sont faites. Donc il faut les encourager et surtout pas décourager les gens qui s'y mettent. Un peu de positif donc. On va se tourner de ce côté-ci aussi du quartier libre pour que tout le monde se dise, que tout le monde parle, qu'on ait fait un tour de table complet. Vous, Lenny Raboteau, donc vous êtes le plus jeune de cette assemblée. Véronique l'a dit en introduction, 16 ans depuis quelques jours. Est-ce que vous avez hâte de glisser un bulletin dans l'urne? On imagine, de ce qu'on a compris de votre profil. Vous êtes un militant engagé. Quelle solution, selon vous, pour renouer le dialogue entre élus et citoyens? Bon, alors déjà, je comprends vos propositions. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Pardon, excusez-moi. Non, je comprends vos prises de position. Élus, Oui, je comprends vos prises de position. Tu vis dans un quartier populaire, je me permets de te tutoyer, on a quelques années d'écart. Donc je pense que la précarité, tu la vis au quotidien, tu la vois. Tu vois aussi des personnes d'origine étrangère, parce que beaucoup de personnes vivant dans les quartiers populaires sont d'origine étrangère. Et donc je pense qu'il faut que tu te mobilises pour pas que des personnes comme monsieur, j'ai oublié votre prénom, Alexandre puissent glisser un bulletin à ta place, puissent s'exprimer et puis permettre à l'extrême droite de monter dans ces élections législatives. C'est quoi les solutions selon vous pour vous, Lenny Raboteau? On l'entend, vous êtes choqué par Crimson, par Alexandre Civy, qui pourront bien sûr répondre après, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On a parlé à une époque du référendum d'initiative citoyenne. Ouais, on l'attend toujours. Est-ce que vous êtes pour? Moi, tout à fait, oui. Moi, ma formation politique milite activement pour ce référendum. Vous êtes militant à la France Insoumise. C'est ça, tout à fait. Oui, nous, c'est dans notre programme, on est pour le référendum d'initiative citoyenne qui avait été proposé par les Gilets jaunes, et on propose de le mettre en place pour que les citoyens puissent participer activement à la vie politique et proposer des lois et potentiellement aussi révoquer des élus. Si ça se met en place, ça, Crimson, vous iriez voter? Je sais pas trop à quoi ça fait référence, j'avoue, je vais pas mentir. Ce serait la possibilité pour des citoyens de proposer un texte. Alors, on varie sur les chiffres, on a dit 700 000 citoyens, 2 millions, 4 millions 7, c'est pas défini, c'est un sujet, c'est les Gilets jaunes qui avaient lancé ça à l'automne 2018, et beaucoup d'élus ont dit c'est formidable, c'est bien, mais ça n'a toujours pas été mis en place.
Après, si ça permet de donner la parole à des gens qui, de base, ne sont pas politisés, mais qui ont des idées, je trouve que c'est une bonne idée. Peu importe les idées qui seront proposées, mais c'est une bonne idée d'écouter les gens qui seront les premiers impactés par les décisions que les politiques prennent. Donc, je ne peux pas être contre, en vrai. Et qu'est-ce que vous répondez donc à ce jeune qui n'attend qu'une chose, c'est de voter. Quand il vous dit ça fait monter par exemple l'extrême droite, bon, c'est son avis, c'est son opinion. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous pouvez vous parler? Ouais, en vrai, t'as pas tort. Et sur le fond, t'as pas tort. Mais ce qui se passe, c'est que moi, j'ai pas envie de faire le choix du moins pire. J'aimerais bien voter pour quelqu'un en qui j'ai totalement confiance, en fait. C'est plus ça ma préoccupation, plutôt que de me dire il faut que je vote pour bloquer un tel, même si en soi je suis d'accord que moi personnellement, du point de vue dans lequel je suis, j'ai pas forcément envie que l'extrême droite monte et qu'elle prenne plus de place qu'elle n'en a déjà, mais j'aimerais bien m'engager auprès de quelqu'un qui peut m'aider et qui comprend aussi mes problématiques et les problématiques des gens qui me ressemblent et qui sont dans les mêmes situations que moi, en fait. Il y avait 12 candidats à la présidentielle, une abstention record. On avait peut-être la possibilité de trouver quelqu'un qui nous convienne. Vous, Clotilde Dageon, vous n'avez pas encore pris la parole. Vous pouvez nous dire pour qui vous avez voté si vous voulez, mais ce n'est pas une obligation. Vous, est-ce que vous avez voté? Vous avez trouvé quelqu'un qui vous convenait? Vous votez pour ou vous votez contre? Voilà, en fait. ça c'est intéressant. Moi, je vote pour. Effectivement, j'ai toujours voté déjà. Je considère que la démocratie est fragile. On peut regarder dans des pays pas très loin de nous, de chez nous. On voit que la dictature est quand même proche. On voit que, sans parler de dictature, mais même corruption, etc. Enfin voilà, nous, je trouve qu'on est dans un pays libre où on nous donne la parole, et c'est ça la parole. Malheureusement, c'est juste un bulletin de vote. Donc c'est important. Je peux vous dire, oui, j'ai voté Macron, donc parce que je trouve que Macron est... alors ça va peut-être faire bondir certains, je ne sais pas, mais... Pour le moment, personne ne nous a tapé dessus. C'est bon, c'est bon. Évidemment, tout le monde n'a pas la même idée ici. On a essayé de faire un plateau avec toutes les nuances qu'il y a dans la classe politique. Et toute la diversité, ouais. J'ai voté Macron parce qu'en fait, je pense que Macron est un candidat qui ne s'enferme pas dans les limites de son propre parti. C'est-à-dire qu'en fait, il s'autorise des visions divergentes, différentes, et en fait, je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Qu'en pense votre voisin de table? Donc vous, chef d'entreprise dans la Pointe de Caux, vous travaillez notamment dans une agence d'intérim. Vous, le militant historique de la CFDT, José Danilo, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire votre voisine? Oui, ça fait 50 ans bientôt que je suis à la CFDT. Oui, c'est vrai. Je ne pensais pas que vous alliez aller là-dessus. Moi non plus, c'est le débat, on va vers vous. D'abord, moi je rejoins un petit peu mes deux voisines, là, parce que d'abord, le vote, c'est un droit. C'est un droit qui a souvent été acquis de haute lutte. Bon, moi, je suis issu d'une maman qui est née au Portugal. Donc, à une époque, elle est arrivée à Saint-Étienne-du-Rouvray en 1923. Vous voyez que ça remonte un peu. Et ma mère, c'est une culture familiale, m'a dit qu'il fallait voter. Bon, alors il faut parfois écouter sa mère. Et puis elle m'a dit qu'il fallait toujours voter parce qu'il faut toujours s'exprimer. Alors parfois, on utilise le bulletin qu'on doit utiliser, mais on s'exprime, on s'engage. Vous irez toujours voter, en fait. Oui. J'ai pas, alors sauf si je suis vraiment absent, mais dans ces coups de temps-là, je vais quand même utiliser le moyen pour la procuration. D'ailleurs, j'ai un voisin qui est venu me voir hier pour une procuration. Donc c'est un droit et c'est aussi une façon aussi de s'engager quand même quelque part. Donc je voulais dire aussi que entre le moment du vote, tout peut s'arrêter là. Mais pour moi qui suis syndicaliste, ça s'arrête pas tout à fait là. C'est-à-dire que nous, on interpelle aussi nos élus. Nous, on a, dans la dernière mandature, là, on a dû rencontrer jusqu'à 2 ou 3 fois les élus de la circonscription, enfin des 6 circonscriptions là, qui sont... Et on vient les interpeller sur des sujets qui sont des sujets très sérieux. Ça ne s'arrête pas donc à l'élection. Non, et moi je rebondirais. Rapidement, moi, je suis fonctionnaire et du coup, on applique les politiques des élus normalement, où on les aide à décider certaines choses et bien sûr, ça continue après le vote, heureusement.
On poursuit le débat. Petite conclusion, Véronique, avant d'enchaîner. Je crois que tout le monde a constaté que vous êtes tous à des degrés d'implication assez différents, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Certains votent contre, pour, certains vont se renseigner comme pas possible, d'autres attendent le dernier moment. Voilà, c'est aussi une question de génération. Au cœur des débats également, la retraite et les conditions pour y avoir pleinement accès. Lors de son dernier mandat, Emmanuel Macron n'est pas allé au bout de la réforme annoncée. Ce sujet reste donc sur le devant de la scène. Le président estime nécessaire de repousser l'âge de la retraite à 64 ou 65 ans. Au-delà, il y a aussi la question de vos salaires. Nous en parlons juste après ce témoignage. On ne devrait pas, quand on arrive à la retraite, se dire est-ce que demain on va pouvoir manger comme il faut? On ne devrait pas avoir à se dire ça. Je vois pour les anniversaires des petits-enfants, j'ai 2 petits-enfants. Pardon. Bon, on ne peut pas payer des cadeaux. Donc c'est vraiment injuste. Avoir bossé à l'âge de 12 ans et puis c'est dégradant. Voilà, témoignage très touchant. José Danilo, je me retourne vers vous de nouveau, puisque vous êtes le seul retraité de cette audience. Vous animez des groupes de parole donc, dans votre syndicat, la CFDT. Cette détresse, vous l'entendez souvent dans vos groupes de parole? Oui. Tout à fait, notamment pour les retraités qui ont des basses pensions. On soulève cette question et on a l'occasion de la soulever avec les députés qu'on a rencontrés. Alors moi, je suis retraité. Donc le sujet de la retraite et du calcul de la retraite, je considère que c'est plus aujourd'hui notre sujet. C'est le sujet des salariés, c'est le sujet des jeunes, le sujet du pouvoir d'achat d'une façon plus générale. Alors le sujet du pouvoir d'achat, de toute façon, il touche les bas salaires et les basses pensions. Mais vous dites que c'est le sujet des jeunes qui doivent s'emparer de cette question sur les débats 60, 65, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est d'abord. Alors bien sûr, le système, tout le monde le sait, qu'il est injuste. Il est injuste, c'est-à-dire qu'à métier égal, à quantité de travail égale, on va avoir des écarts de calcul de la pension qui vont être colossales. Mais aujourd'hui, il est hors de question de laisser à nouveau une réforme paramétrique, c'est-à-dire qu'on passerait de 62 à 65, c'est pas possible. Les gens qui, alors on laisse derrière aussi qu'il faut 40 années de cotisation, voire 42 ans. Alors les jeunes, justement, qu'est-ce qu'ils en pensent de cet âge du départ à la retraite? Ça dépend aussi du métier qu'on fait, j'ai envie de dire. Vous, Alexandre Civic, vous avez 22 ans, en école de commerce, on vous resitue. Ça vous inspire quoi, tout ça? Et je voudrais entendre aussi après Crimson, qui est jeune. En fonction des métiers, vers quoi? Non, mais tout le monde est jeune, mais bon, voilà, les plus jeunes. Un peu plus jeunes. Moi, qu'importe les métiers, l'extrait que vous avez passé me brise le cœur. Voir quelqu'un qui a travaillé durant toute sa vie, a vécu en France, a cotisé comme ça dans la misère au point de craquer dans la caméra, ça me fait beaucoup de mal. Et pour rebondir, effectivement, je pense qu'il y a certains métiers qui ne peuvent pas partir à la retraite à 64 ou 65 ans. Il y a des vies qui sont plus pénibles que d'autres et qui méritent de... Il y a des métiers qui brisent les corps réellement et ces gens-là méritent de partir à la retraite plus tôt. Et vous, Crimson, qui est dans le monde culturel, donc c'est le jeune numéro 3 dans l'ordre des âges. Quand on est artiste, quand on fait des fois des métiers passion, du haut de vos 26 ans, est-ce que vous pensez déjà à la retraite? Ouais, j'y pense déjà. Après, bon, quand on fait un métier artistique, la carrière, elle est pas... Bon, il y en a qui arrivent à faire 50 ans de carrière, 60 ans de carrière. Personnellement, je ne me vois pas faire 50 ans de carrière. Du rap à 75 ans, on ne sait pas trop, effectivement. On pourrait, pourquoi pas. Ouais. Mais moi, je ne me vois pas le faire. Après, ensuite, moi, quand on entend l'extrait de la dame qui Chantal, malheureusement... Une retraite inférieure à 1 000 € par mois. Une retraite inférieure à 1 000 € qui pleure parce qu'elle a des petits-enfants et qu'elle ne peut pas... Moi, forcément, ça me touche parce que... Quand j'entends ça, je pense à mes deux parents. Mes deux parents, ils sont à la retraite aujourd'hui. Et pour avoir travaillé toute leur vie, je pense que la retraite qu'ils ont, elle est peut-être pas adaptée et suffisante à ce qu'ils ont apporté à la société, en fait. Donc, on devrait faire un petit peu mieux pour aider ces personnes-là et aussi faire en sorte qu'ils n'aient pas à s'épuiser jusqu'à la fin de leur vie, en fait. C'est aussi ça la chose.
Moi, je vais me tourner vers une chef d'entreprise quand même. Clotilde, vous avez, dès l'âge de 24 ans, vous avez monté votre boîte. Vous venez pas d'un milieu particulièrement favorisé pour ça, mais vous l'avez fait, vous avez la volonté. Vous avez 6 emplois temps plein, équivalent temps plein. Quel est le regard de l'autre côté d'une chef d'entreprise sur les retraites, sur cette réforme ? Le regard déjà porte sur ma propre retraite déjà. Moi j'ai commencé en tant que chef d'entreprise à 24 ans avec des premières années où je me suis pas forcément rémunérée, faut le dire. Et très vite je me suis dit qu'à un moment donné ma retraite allait pas forcément être très très bonne et que peut-être qu'il fallait faire sa propre retraite. Enfin moi très rapidement j'ai accepté l'idée de me dire oui, je prends une retraite complémentaire de mon propre chef et je capitalise, même si le mot est un gros mot, je capitalise pour ma propre retraite. Tout le monde n'a peut-être pas le luxe de pouvoir faire ça, de capitaliser. Effectivement, mais en même temps, je ne mets pas non plus énormément d'argent de côté tous les mois pour ça. Mais un ouvrier qui va juste gagner le SMIC, comment il fait ? Est-ce que ce système par répartition qui existe... Alors voilà, du point de vue du salariat, puisque moi j'ai très rapidement quitté le salariat, du point de vue du salariat, je pense que c'est un système, c'est très complexe. J'aimerais pas être à la place des politiques d'ailleurs pour gérer ça. J'ai pas de solution en fait. Je ne sais pas. Ce qu'il faut qu'on sauvegarde, c'est quand même le système par solidarité. Enfin, voilà. Maintenant, comment moi, je ne sais pas. Je n'ai pas la solution. Je pense qu'effectivement, il faut quand même travailler un peu plus parce qu'on vit plus longtemps et il faut peut-être l'accepter. Voilà. Donc, et ça va se faire de manière progressive. Maintenant, travailler jusqu'à 65 ans quand on n'a pas la santé, voilà, c'est pas possible. Il y ait des postes. Vous, Sophie Rousselet, vous travaillez sur les questions d'éducation et de formation. Est-ce qu'il y a des fois aussi du travail pour les plus de 50 ans ? En fait, là en ce moment, après le Covid, il y a une extrême. On cherche il y a des recrutements partout. Enfin, il y a vraiment des métiers qui sont énormément en tension. Donc, je suis pas exactement au fait là-dessus. Après, sur la retraite, je peux peut-être vous parler de la retraite des fonctionnaires. Oui. Donc on dit toujours que les fonctionnaires, effectivement, c'est formidable. Non, pour la retraite, c'est pas formidable en fait parce que les salaires sont assez bons puisqu'on a des régimes indemnitaires et ça dépend effectivement des catégories. Mais après, la retraite, elle est prise sur le traitement indiciaire brut. Alors, je vais pas du tout me plaindre. C'est pas du tout le propos ici par rapport à la personne qui a travaillé toute sa vie dans des conditions difficiles. Voilà, mais n'empêche que c'est pris sur seulement une partie du salaire. Après, c'est les 15 dernières années de travail. Bon, bref, voilà. Donc, on est sûrement un peu plus privilégié que dans le monde salariat. Je sais pas, en tout cas, moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a des inégalités et que les inégalités qu'on a dans le salariat, on les retrouve à la retraite. Et quand on a aussi des inégalités à l'école, elles se retrouvent aussi beaucoup dans le travail et après dans toute sa vie, en fait. Et ça, c'est un vrai problème et il est, à mon sens, plus large que ça. Et travailler sur les inégalités et donner une possibilité vraiment à tous, personnes vivant sur le sol français, sur le territoire français, un avenir et un envie d'un avenir et une ambition et des possibles, et ça me paraît vraiment important que ça soit jusqu'à la retraite. Justement, on voulait parler des inégalités des pensions, mais aussi des salaires. Et pour ça, c'est vrai, Stéphanie Levillain, je voulais me tourner vers vous. Donc, vous êtes aide médico-psychologique dans un EHPAD. Avec le Covid, bon voilà, vous avez eu des primes d'ancienneté également. Vous avez pu augmenter votre salaire. Ça a changé un petit peu votre vie, non ? Moi, personnellement, j'ai une grande chance, c'est dans une EHPAD privée. Donc on est quand même très bien payé. Effectivement, par contre, ce qui serait bien, c'est que je pense surtout à mes collègues aussi à l'hôpital, où eux, ils sont en souffrance, ça c'est sûr. Et c'est compliqué pour eux, quoi. Moi, par contre, effectivement, j'ai quand même évolué. C'est ça, au niveau salaire. Sur une année, vous avez beaucoup évolué. Ça change quoi dans votre quotidien ? Tout. C'est énorme. C'est énorme. Plus de loisirs, il y a des choses qu'on peut plus faire de avec vacances. mes enfants, je peux partir en vacances, il y a des choses que je ne pouvais pas faire qui étaient compliquées. Bien sûr que maintenant, voilà. Alors l'inflation, c'est vrai que, excusez-moi, je vous ai coupé, allez-y, finissez. L'inflation, elle touche tout le monde. On va retourner vers vous, Aline Catoire, qui est agricultrice. Comment vous la vivez au quotidien, cette hausse des prix ?
En tant qu'agricultrice, donc sur l'entreprise agricole, la hausse des prix, nous, c'est d'abord la hausse de nos matières premières, donc l'aliment du bétail, l'engrais pour amender les cultures, le fuel, qui est du GNR pour nous dans les tracteurs. Donc c'est des impacts très forts sur la trésorerie tout de suite, parce que on achète maintenant pour vendre nos céréales après la moisson, donc qui devrait arriver là juillet-août, donc avec de la trésorerie qui va rentrer qu'en septembre. Donc actuellement, c'est nous, en tant qu'exploitantes, qui faisons la soudure entre ces augmentations de charges qui sont très soudaines, qui avaient lieu déjà avec la reprise Covid, et puis la guerre en Ukraine a malheureusement exacerbé toute cette volatilité. Donc vous espérez qu'en face, les prix évidemment augmentent un peu pour que vous soyez mieux rémunérés. On peut peut-être parler justement du chèque alimentaire, le fameux chèque alimentaire qui a fait l'actualité aujourd'hui. C'était normalement dédié aux familles modestes pour l'alimentation. Finalement, ça devient une prime inflation. Ce ne sera pas forcément dédié à l'achat de produits alimentaires. Vous êtes déçus de ça ? C'est vrai qu'on l'avait accueilli comme une bonne nouvelle, ce chèque alimentaire qui était une façon de prendre en compte pour le consommateur l'augmentation de nos charges, nous en tant que producteurs d'aliments. C'est vrai que je citais les charges qui augmentaient. Donc derrière les lois Egalim, et donc d'où l'importance des législatives et de nos députés, c'est eux qui ont poussé cette loi, a fait que, en théorie, si on applique la loi, les coûts de production vont faire augmenter nos prix de vente. Donc ça se fait dans la douceur. Et donc après ce prix de vente, ça va être répercuté aux consommateurs. Alors n'hésitez pas à vous interrompre. Je pense à vous, Nancy Cormier, mère de famille nombreuse, 5 enfants, famille recomposée. Madame fait du lait, mais elle pourrait faire de la viande puisqu'elle a des vaches. Est-ce que vous achetez de la viande? Par exemple, on dit qu'aujourd'hui, manger de la viande, c'est un luxe. Oui, clairement, oui, c'est un luxe. Ça, c'est une certitude. Après, il n'y a pas que la viande, parce que quand vous êtes une famille nombreuse, il y a tellement de choses en fait que vous achetez et qui peuvent coûter très cher. Moi, j'ai vu en l'espace de 3 mois le plein de courses qui me coûtait 200 € à la semaine a pris facilement 30%. Donc, et ce n'est pas dû qu'à la viande. Les fruits et les légumes, on n'en parle même plus. Enfin, et du coup, vous attendez quoi? Un coup de pouce du gouvernement? Vous attendez que le député pour lequel vous voterez, il s'engage sur ces questions-là fermement? Alors moi, en toute honnêteté, ça j'y crois pas plus que ça, parce que j'ai l'impression que de toute façon, cette inflation, sur certains points, elle arrange beaucoup de monde. On va dire les grandes surfaces. On a bien vu en fait que il y avait quand même pas mal de gens qui tiraient leur épingle du jeu avec cette inflation. Donc non, je suis pas sûre que les députés fassent grand-chose sur le sujet. Je suis un peu pessimiste en termes de politique. Que tout à l'heure. Alors, oui. Inégalité face aux retraites et aux salaires. On a entendu vos expériences, vos aspirations. Passons à une autre préoccupation des Normands. Ce n'est pas la même chose évidemment qu'on habite à la campagne ou à la ville, dans une petite commune, un quartier déconsidéré ou dans une grande agglomération. On n'a pas accès aux mêmes services, sport, culture, transport. Offres de soins ne sont pas les mêmes pour tous. Sur ce dernier point, écoutons des habitants de l'agglomération rouennaise. Ça manque de médecins, il y en a 2 qui partent en retraite justement, donc sur 5 il ne se retrouve plus qu'à 3 médecins du côté de Notre-Dame de Bonneville. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'attentes et la plupart des médecins ne prennent pas de nouveaux patients. Prendre un rendez-vous chez un dentiste, ça c'est presque impossible. Il faut attendre en moyen 5 mois pour avoir un rendez-vous chez un bon médecin. Stéphanie, je m'adresse à vous une fois de plus. Vous étiez cachée, mais Véronique vous a trouvé. N'essayez pas. Je vais vous retrouver. Non, les déserts médicaux, c'est vrai que vous habitez près de Bernay et vous m'avez expliqué que vous avez réussi à décrocher, mais par miracle, un des derniers rendez-vous du nouveau généraliste qui vient d'arriver à Bernay. C'est vrai qu'on l'a eu dans un reportage. C'est toujours comme ça, une course pour avoir des rendez-vous? C'est une réalité? Écoutez, en tout cas sur Bernay, ça devient problématique. Ils vont tous arriver en retraite en même temps. Et ça va devenir très compliqué pour trouver un médecin. Même les dentistes. Après, j'ai eu de la chance d'en trouver un. Bon, effectivement, il vient au travail, donc ça a été aussi une chance pour moi. Mais je plains les gens, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont pouvoir aller soigner, quoi.
trouver un médecin. Et vous seriez élu, vous avez une idée, vous feriez comment, une parole de citoyenne qui dit on pourrait peut-être faire ça ou ça, est-ce que vous avez une idée là-dessus? Je ne sais pas, mais je pense que les médecins aussi vont peut-être dans les plus grandes villes que dans les petites villes. Enfin, j'espère. Je sais pas. C'est pareil. Vous n'avez pas de gynéco, vous n'avez pas de dermato, vous n'avez pas. Enfin, il y a plein de. Je crois qu'il n'y en a plus du tout en plus. Non, mais c'est un sujet qui nous tient à cœur aussi depuis très longtemps. On y travaille depuis très longtemps. Alors, ceci dit, il y a des questions quand même. La première question, est-ce que l'accès aux soins, c'est une question d'aménagement du territoire? On répond oui, on répond non. Si on répond oui, comment on l'aménage sur le territoire? Alors on sait qu'il y a des territoires qui ont souffert plus que d'autres. C'était le cas de l'Eure. On savait que c'était la 99e place, je crois, en temps de... l'Orne, c'est pas terrible non plus. Et que la Seine-Maritime, la Manche ou le Calvados, c'était un petit peu mieux. Mais en fait, il y a une deuxième question derrière ma question, c'est est-ce que la liberté d'installation d'un professionnel de santé libéral reste un modèle? Est-ce que c'est un modèle soutenable? Alors la question, c'est à vous qu'on la pose. Parce que là, vous parliez de l'Eure, effectivement, qui est mal classée. Vous êtes donc à Évreux, vous côtoyez plein de jeunes à Évreux. Est-ce qu'ils vont assez chez le médecin? Enfin, est-ce qu'ils ont des problèmes au niveau de l'offre de soins? Est-ce qu'ils vous en parlent? Est-ce que c'est un sujet? Ou qui vous remonte, en tout cas, en tant que président du club de foot? Alors oui, déjà, en tant que président du club de foot, mes 750 licenciés ont un problème, effectivement, pour avoir leur certificat d'aptitude médicale au début de chaque saison. Effectivement, les parents galèrent parce qu'en plus, ça n'est pas une priorité pour un médecin particulièrement qui est là pour soigner des malades et non pas pour délivrer des certificats d'aptitude à des personnes qui vont jouer au football ou à tout autre sport. Donc c'est effectivement compliqué. Je rejoins monsieur, effectivement, l'Eure fait partie des déserts médicaux français. Après, c'est un travail des différents pouvoirs publics. À Évreux, va être posée la première pierre dans une quinzaine de jours, je crois, d'une maison médicalisée, voulue par le maire de la ville, qui va regrouper des médecins, alors des généralistes, des spécialistes. Et je pense que il faut, monsieur, je vous rejoins un petit peu en disant, est-ce que l'on doit toujours laisser la liberté à des médecins de s'installer là où ils veulent, à contrario de certains corps comme la gendarmerie ou la police, où effectivement, quand on sort de l'école de gendarmerie, on n'a pas d'autre choix que d'aller là où on nous dit d'aller, et ce sont souvent dans les QPV, très clairement. Les quartiers prioritaires de la ville. Absolument. Mais cette liberté, je pense qu'à un moment donné, il va falloir la mettre en cause. Parce qu'on a du mal à attirer dans certains départements des médecins. Mais ce que je veux dire, c'est il faut qu'il y ait cette volonté politique locale. Donc, on l'a sur Évreux, on est en train de la vivre. Et je pense que s'il y a une volonté politique d'attirer et de trouver les moyens d'attirer les médecins, on trouvera des solutions. Vous, Nancy, le parcours du combattant, vous le connaissez. Je pense que vous pouvez nous en parler aussi pour votre fils. Vous êtes passé par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Et ça, c'est pareil, c'est par département. Donc finalement, on n'est pas tous logés à la même enseigne. C'est pareil. Il n'y a aucune cohésion, en fait, par rapport à ces services. Là, les personnes en général en situation de handicap sont dans une bataille qui va dépendre du département dans lequel on est. On n'est pas forcément logés tous à la même enseigne. On ne sait pas véritablement qui contrôle quoi, qui fait quoi. Il y a très peu de transparence par rapport à tout ça. Donc ça, c'est à mon avis un sujet qui est vraiment à aborder parce que on est de plus en plus nombreux, on vit de plus en plus longtemps. Donc cette population-là va aussi va croître de manière proportionnelle. Donc je pense qu'il y a un vaste sujet quand même derrière. Il va falloir rendre les choses très transparentes parce que c'est pas normal qu'on soit obligé de batailler comme ça. Oui, parce que vous avez une place en institut médico-éducatif, mais autant dire que c'est parce que vous vous battez énormément. Vous voyez d'autres parents un petit peu plus en recul. Exactement, j'ai souvent des parents qui viennent vers moi pour m'expliquer leur situation parce qu'ils ont suivi le combat que j'avais mené jusque-là et la chance pour nous d'avoir un placement pour Lucas relativement tôt parce que plus on prend en charge tôt le handicap et on a de meilleurs résultats et en fait derrière surtout ça permet un peu moins aussi de dépendance de la personne qui a ce handicap donc il y a une vraie solution à trouver sur le sujet. On sent que ça a envie de réagir
autour de la table. On va vous donner la parole, mais on va aussi parler dans cette partie d'inégalité territoriale, donc de l'accès aux soins, mais aussi de l'accès au transport. Un sujet qui a mis le feu aux poudres en octobre 2018, l'augmentation du prix des carburants. Ils atteignent aujourd'hui des records, 2,02 € le diesel. On a regardé les derniers prix avant de débuter l'émission dans notre région. Pour ceux qui habitent loin de leur travail, des commerces, des médecins, des loisirs, les pleins d'essence pèsent de plus en plus sur le budget. Comment se passer de la voiture? Rien n'est moins simple. Sans voiture dans le milieu rural, il n'y a pas moyen. Si on veut se déplacer, on est obligé d'avoir la voiture. Au niveau des bus, on n'a pas des bus à toutes les horaires. Donc on peut avoir un bus dans la journée ou autre. Donc il faut absolument la voiture. Alexandre Sivy, la ruralité, vous connaissez aussi, n'est-ce pas, les autocars, les bus, les navettes qui passent pas toujours. Effectivement, j'ai vécu pendant 15 ans dans un petit village du Nord, Métrenne, où pour aller au lycée, c'était 45 minutes de bus au minimum, quand on faisait pas tous les arrêts dans la campagne, etc. Donc, et puis de l'autre côté, j'ai aussi pu aller à Paris pour un stage et vivre 6 mois à Créteil, où j'ai pu voir par exemple les stades de foot flambant neufs, les médiathèques, les piscines. Et effectivement, cumulé à ce qu'on disait, le fait que dans le monde rural, sans la voiture, on ne fait rien, alors que c'est le milieu qui draine le moins d'argent, je pense qu'il y a vraiment un monde rural abandonné de la part de la politique française aujourd'hui. Alors, oui, Véronique. Non, allez-y. Sur la question des transports, moi, je avais envie d'entendre Sophie Rousset. Donc, vous êtes fonctionnaire, on l'a dit tout à l'heure, vous vivez à Rouen, vous avez une voiture, j'ai envie de dire, la vie, elle est plutôt belle, ça va. Mais vous êtes aussi donc une citoyenne engagée auprès de jeunes migrants en voie d'intégration dans notre pays. Un jeune dont vous vous occupez, sans permis, sans voiture, il est un peu perdu, non? Comment ça se passe avec lui, puisque vous vous occupez d'un jeune? Oui, moi je suis très privilégiée puisque mon travail, j'y vais en vélo et je pourrais y aller à pied à 10 minutes. Donc voilà, je fais partie des grands privilégiés à tout niveau. Pour lui, on lui a trouvé un contrat d'apprentissage à la Mailleraie. Donc dans les boucles de la Seine, pas très loin. De Rouen, voilà, en autoroute. très facile en voiture. Effectivement, lui, il a fait plusieurs fois, 2 fois par semaine en général, quand il était à son entreprise. Pour se déplacer, il fallait qu'il prenne le bus. Alors c'est très bien fait, jusqu'à Yainville. Après, il mettait son vélo dans le bus, il passait le passage du bac et il avait 5 km à vélo. Et le dimanche, quand il revenait, il fallait qu'il aille jusqu'au bac de Ménil-sous-Jumièges, qui fonctionne le dimanche et est passé par Jumièges. Donc il l'a fait, on peut le faire. C'est sûr que c'est problématique. Et là, d'ailleurs, il veut continuer en contrat d'apprentissage. Et la première des choses qu'il demande, c'est la mobilité, comment il va pouvoir venir. C'est sûr. On développe les transports, c'est ce qu'on entend en tout cas de plus en plus de la part des pouvoirs publics. On parle beaucoup d'écologie. Mais qu'est-ce qu'ils font les élus? Vous, Lénie Raboteau, qui êtes jeune, qui n'a pas le permis encore forcément. Les transports, vous trouvez que c'est suffisant? Non, malheureusement, c'est extrêmement coûteux. Le train coûte extrêmement cher. C'est difficile pour tout le monde et notamment les plus modestes de se déplacer. Surtout qu'en ce moment, il y a l'inflation, donc notamment dans les territoires ruraux, c'est difficile de se déplacer. Les territoires ruraux sont extrêmement éloignés des transports en commun. Donc il est évident qu'il faut prendre sa voiture pour se déplacer. Et effectivement, en ce moment, avec cette inflation que nous n'avons pas connue depuis des dizaines d'années, c'est extrêmement difficile de prendre sa voiture. Alors moi je pense qu'il faut bloquer le prix de l'essence, parce que si on laisse le prix monter, eh bien, le prix continuera. Mais c'est pas ça par contre qui va donner des trains, des bus. Effectivement. C'est quoi les solutions? Vous êtes dans des groupes d'action locale à Pont-de-l'Arche ou à Val-de-Reuil. Qu'est-ce que vous vous dites avec vos camarades dans ces groupes sur cette thématique d'offre de transport? Je pense qu'il faut augmenter le nombre de transports en commun, et notamment pour les jeunes qui se déplacent énormément et qui n'ont pas forcément le permis comme moi, notamment peut-être essayer de rendre le train gratuit pour les moins de 25 ans, ou le bus. C'est fait à Rouen le samedi. Le bus est gratuit pour tout le monde, je crois, mais je ne sais pas. Oui, pour tout le monde. Oui. Effectivement. Voilà. Donc voilà, effectivement, proposer des alternatives pour se déplacer de manière plus durable. Le temps file, donc vous allez avoir encore la parole. Peut-être, vous vouliez dire quoi toutes les deux? C'était sur quoi? C'est que de toute façon, le transport en commun, nous dans une petite commune, c'est peut-être même pas souhaitable économiquement et écologiquement, parce qu'on est quand même très peu nombreux.
Alors très court Aline, puisqu'on arrive donc au terme de cette émission, qu'on a réussi à faire pour le moment sous le soleil, il y a quelques gouttes, mais je pense que ça va tenir. On va vous donner la parole une dernière fois, on a intitulé donc cette dernière partie Un citoyen, une idée. On débute avec vous Lénie, on refait le tour de table. C'est quoi donc vous, votre idée qui révolutionnerait les choses ? Alors moi, je pense que le futur député de ma circonscription devrait s'engager pour réinvestir dans la démocratie. Remettre au cœur de son projet la Constitution, la République, pour intéresser les gens à la politique, les faire aller aux urnes, potentiellement rendre le vote obligatoire, puisque énormément de gens se plaignent des résultats de l'élection, dont moi, je ne peux pas voter. Mais énormément de jeunes, beaucoup que je connaisse, s'investissent dans la politique. Alors pourquoi pas abaisser le droit de vote à 16 ans et rendre ce vote obligatoire. Voilà. Vous pourriez ainsi voter, puisque vous avez 16 ans depuis quelques jours. Clotilde, la chef d'entreprise, pour vous, le député idéal, le combat qu'il devrait porter à l'Assemblée nationale pour vous séduire? Continuer le chantier sur la formation professionnelle, le chantier débuté depuis plusieurs années, accéléré depuis ces dernières années, favoriser l'employabilité des personnes, faire en sorte que les besoins des entreprises en termes de compétences soient cohérents, en adéquation, voilà, corrélés avec les compétences des actifs, des salariés et de ceux qui arrivent aussi dans le monde du travail. Voilà, donc je pense que c'est un vaste chantier. José, à votre tour, voilà, quel est le combat qui vous tient le plus à cœur? Je pense qu'il y en a pas mal, mais un. Non, mais le combat actuellement, il est lié aux deux données très importantes de la société. C'est le vieillissement de sa population et le numérique. Ces deux données qui sont extrêmement troublantes pour notre société. Et moi, actuellement, et on milite là-dessus avec mon organisation, c'est la question de l'autonomie, en fait, d'avoir le plus rapidement possible une loi sur l'autonomie qui sera d'ailleurs connectée aussi à l'accès aux soins. Votre voisine Sophie et votre fibre humaniste, voilà. Je pense qu'elle va parler là. Oui, moi je suis pour. Déjà, je suis très heureuse qu'on soit ici parce qu'on parle d'engagement citoyen et c'est une friche qui a été remise en œuvre par un collectif et voilà, moi je trouve ça extraordinaire et c'est un engagement citoyen très fort ici de ce qu'ils font et voilà, et peut-être que les politiques ont aussi à venir auprès des personnes qui ont des actions comme ça parce qu'il y a un engagement citoyen très très fort qui est peut-être pas dans les urnes mais en tout cas qui est sur le terrain. Après, moi, ce que j'ai envie de dire aux députés, c'est qu'ils soient attentifs à ce que les lois, il y en a énormément, soient applicables et appliquées avant d'en faire de nouvelles, voilà, et qu'elles soient appliquées sur l'ensemble du territoire. Je pense notamment à l'accès aux droits pour un jeune mineur qui est arrivé sur le territoire français et qui aurait besoin d'un titre de séjour, par exemple, mais il y en aurait bien d'autres. Voilà. Et vous voulez dire, oui, que partout dans le territoire, c'est pas appliqué de la même manière et peut-être certains territoires font du zèle. On a l'impression que vous voulez dire ça entre les lignes. C'est ça que je veux dire, exactement, et qu'il faudrait que les mêmes pièces soient demandées pour avoir accès aux mêmes droits. Il y a 30% des personnes qui n'utilisent pas leurs droits en France. Donc c'est énorme, enfin, par manque de connaissances, par difficulté d'accès. Quand on voit la bureaucratie et les papiers qu'on demande, c'est impossible. Il faut arrêter ça. Enfin, il faut vraiment passer à quelque chose, à du bon sens, à une application du bon sens aussi. Et voilà, je suis pourtant pour les règles, mais parfois peut-être les assouplir et être une terre un peu plus accueillante et savoir que les personnes qui sont ici l'ont choisi pour beaucoup et souhaitent s'intégrer. On enchaîne. Lénie Raboteau acquiesce, Alexandre Sivy non, on a compris pourquoi tout à l'heure. J'ai vu un petit sourire il me semble. Véronique, on poursuit le tour. Donc on en est à Aline Catois. Exactement, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, vous comptez bien. Donc l'agricultrice, de quoi vous avez envie de parler? J'imagine peut-être j'ai envie de parler de sécurité alimentaire, parce qu'on est dans un pays où on a pris l'habitude que les rayons soient pleins et qu'on puisse aller au supermarché et se nourrir. On a des incertitudes sur certains produits et sur de l'origine France, où on a besoin de continuer à produire en France. Et produire ne doit pas être un gros mot. On a besoin de continuer à créer de la valeur pour nos concitoyens. Et donc voilà, c'était un message sur cette prise en compte vraiment de l'agriculture comme un secteur économique primaire. D'ailleurs, on est le secteur primaire, c'est pas pour rien. Et que ça va avoir, que le soutien à l'agriculture aura un impact sur le rayon du supermarché.
Vous avez l'impression que vous n'avez pas assez de reconnaissance pour ça? Oui, il y a un manque de reconnaissance et aussi ce qu'on a appelé l'agribashing, c'est qu'on nous met des mauvaises étiquettes alors qu'il y a peut-être aussi une méconnaissance entre la relation de ce que l'agriculteur produit et puis la nécessité de l'industrie agroalimentaire et ensuite d'avoir le produit consommable. À votre tour, Alexandre, étudiant en école de commerce, et j'ai mal interprété votre sourire apparemment, donc je vous laisse répondre. Et un citoyen, une idée alors? C'est pas tant une idée qu'un appel que j'aimerais faire. C'est un appel à la jeunesse, à toute la jeunesse. Un appel à s'engager dans un pays vieillissant, dans un pays où la jeunesse s'abstient de plus en plus, de ne pas se laisser dicter son destin, de prendre les choses en main, de montrer qu'elle existe, de montrer ce qu'elle veut, parce que moi je connais beaucoup de gens qui pensent comme moi, mais qui n'osent pas, qui ne veulent pas, qui ne veulent plus le dire. Donc un appel à toute la jeunesse de prendre son destin en main. Et quelles que soient ses idées donc. Oui, absolument, hein, quelles que soient ses idées. Et donc de quelle manière? En allant voter notamment? En allant voter, en rejoignant des formations politiques, en rejoignant des associations, en faisant partie en animant culturellement la cité, c'est ça, prendre part à la vie de la cité. Comment on fait ce soir dans cette agora en confrontant ces idées? On n'est pas tous d'accord, on le voit, mais ça peut faire aussi réfléchir et ça peut peut-être aussi se faire se décider, hein, puisque Stéphanie, je me tourne vers vous maintenant, je ne vais pas vous dire ce soir pour qui vous votez dimanche, on n'en est pas là, hein. La réflexion va se poursuivre. Vous êtes donc aide-soignante dans un EHPAD de l'Eure, on l'a dit. Quel est le projet que vous aimeriez que vous voudriez voir défendu par le député, donc celui qu'on ne sait toujours pas pour qui vous avez voté, mais qu'est-ce que vous voudriez qu'il défende? Surtout nous les soignantes, enfin aussi les infirmières, médecins, enfin tout ce qui est au niveau corps médical, et essayer de revaloriser ce métier, quoi. Et tout le monde d'ailleurs, c'est pas que notre métier, c'est aussi tout le monde, quoi. D'aller pouvoir se payer des vacances, s'offrir, je sais pas moi, une sortie, une place de cinéma, et aussi, voilà, s'il pouvait sortir de son bureau un peu plus et d'aller voir ce qui se passe dans la rue, quoi. Une revalorisation donc claire du pouvoir d'achat. Oui, aussi, bah oui, bien sûr. Vous, ça a commencé, mais vous pensez aux autres, quoi, bien sûr. Des élus toujours déconnectés, c'est ce que vous ressentez, déconnectés du terrain? Ouais, pour mon ressenti, ouais, je pense que après effectivement ils sortent, hein, comme vous disiez tout à l'heure, on les voit, hein, ça on va les voir, hein, mais je voudrais qu'ils aillent voir aussi un peu plus loin, quoi, voir la misère qu'il y a autour de leur bureau, quoi. Et vous n'avez pas le sentiment qu'on les voit que pendant la campagne? Bon, là en ce moment, oui, on les voit quand même beaucoup là. Je pense que, mais après ça va se calmer. Fait rire Sophie de l'autre côté. Ça va se calmer, ça va bien se calmer là, je pense. Vous, Philippe, vous êtes chef d'entreprise, président d'un club de foot. C'est vrai que vous côtoyez pas mal d'élus, je pense, sur le terrain. Qu'est-ce que vous leur dites du coup? Ou qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Sur quel projet, sur quelle idée vous auriez envie d'avancer? Je vais surfer un peu sur l'idée de ma voisine, effectivement. Il faut réconcilier pas seulement les jeunes, mais la société avec la politique. Et ça, ce travail-là, c'est pas la société de le faire, c'est au monde politique. Et pour ce faire, il faut que nos hommes et femmes politiques sortent, voilà, en dehors des 2 semaines, 2 mois, voire 2 ans avant les échéances électorales. On voit beaucoup de députés, puisque là on parle des législatives qui arrivent, on voit beaucoup de députés finalement très peu de temps avant les élections, mais on les voit souvent peu pendant le mandat. Et je pense que si on veut réconcilier la société avec le monde politique, il faut que nos élus viennent pas uniquement sur les manifestations, mais viennent voir... on va juste se rappeler Valéry Giscard d'Estaing sur sa mandature, effectivement, qui allait dîner avec le peuple, comme on disait à l'époque. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut, et je rejoins mon voisin de droite, oui, il faut que nos élus viennent nous voir, viennent voir tout à chacun et non pas uniquement les différentes manifestations sur lesquelles ils sont conviés. Et il vous parle de politique, les jeunes, ce Crimson, il est dans un quartier populaire, il a dit qu'il ne votait pas. Et vous, les jeunes que vous avez à Évreux, ils vous parlent politique dans votre club?
club? Je vais vous faire une réponse que je ne maîtrise pas parce que les jeunes des quartiers, je suis président du club de football, donc ils sont véritablement très prudes sur ce sujet-là. Ils ne viennent pas se confier à moi, savoir si effectivement ils votent ou ne votent pas. Et ceux qui viennent se confier sont plutôt des gens qui votent parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir avoir avec moi un débat politique. Donc c'est difficile de répondre à votre question. J'ai juste une deuxième conclusion à faire, c'est que j'aimerais qu'un jour on ne puisse plus parler de droit de vote, mais de devoir de vote. Je pense que nous avons la chance de vivre en France, qui est le plus beau pays du monde pour moi. Ce n'est pas parce que j'y vis, mais c'est le plus beau pays du monde. On ne vit pas en Corée du Nord. Et je pense qu'il faut en profiter. Voilà, profitons de ce qu'on nous offre. Et entre autres, profitons de la démocratie. Je rejoins madame ce que vous disiez tout à l'heure. Profitons d'être dans une démocratie et le vote devrait être un devoir. Voilà ma conclusion. Nancy, à vous de jouer. Donc vous, voilà, qu'est-ce que vous auriez envie qui change? Sur quel point en particulier? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait, toujours sur le même combat, qu'il y ait une meilleure prise en charge vraiment par rapport aux jeunes en situation de handicap, par rapport à l'enfance, parce que plutôt que de les mettre dans une case assistanat, plutôt croire en leur potentiel, parce que on en fait aujourd'hui des assistés, alors que certains pourraient très bien en fait sortir de cette case de l'assistanat et ne plus rentrer justement dans une idée en fait de devoir tout financer pour eux. Donc je pense que l'État ferait des sérieuses économies là-dessus. Et puis une meilleure prise en charge des jeunes aussi pour permettre aux parents derrière de retourner au travail, parce qu'il y en a certains en fait qui ne veulent pas quitter ce monde du travail. Et aujourd'hui, je trouve ça dommage qu'on soit obligé de choisir entre son ambition professionnelle et sa volonté de prendre en charge son enfant, tout simplement. Et sur ce point-là, vous portez, on vous avait rencontré lors d'un reportage il y a quelques années. Oui. Vous voulez lancer quelque chose, je crois, sur cette thématique. J'ai un grand rêve, moi. J'ai un projet, ce serait de pouvoir permettre... je sais qu'il y a 96% des femmes, des mères d'enfants autistes qui arrêtent de travailler par l'absence de prise en charge, parce que pour les difficultés administratives, pour tout ça. Et moi, mon rêve à moi, c'est de pouvoir les accompagner à retourner, en fait, sur le travail. Alors, le salariat est très compliqué pour nous parce que manque de flexibilité, mais il existe d'autres possibilités, en fait. Et ça, c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler actuellement et qui me tient beaucoup à cœur. Oui, Clotilde Ajon, ouais. Oui, aussi. Oui, vous êtes dans un groupe d'entreprise Femmes et Challenge, mais vous répondez 5 sur 5 à ce que dit Nancy. Oui, effectivement, c'est un combat, je pense, très compliqué déjà d'être une femme active, avec des charges particulièrement lourdes au niveau familial. Mais effectivement, je connais des chefs d'entreprise, des chefs qui ont ces difficultés et qui osent quand même entreprendre. Oui. Mais par contre, c'est dur. Mais voilà, il faut. C'est vrai, aussi, mais il faut y aller quand même. Il faut y aller. Oui, oui. Et puis on s'épanouit pas que dans la facilité, de toute façon. Exactement. Donc, faut pas baisser les bras. Oui, donc c'est pas tabou d'être ambitieuse, même si on est mère, évidemment. Et il faut le redire, les d'être femmes. Mère, d'être parent d'enfants handicapés ou pas, et d'être ambitieuse et d'avoir envie de se créer sa vie. On finit le tour avec Crimson. Il a été fort, c'est le seul. Mais il a mis un chapeau, il a bien fait, parce que là, la pluie commence à tomber. C'est bien joué, ça. Je ne peux pas mouiller mes cheveux, c'est pour ça. Alors moi, déjà, j'aimerais revenir sur quelque chose que mon voisin disait. C'est par rapport au droit de vote. En faire un devoir, je sais pas. Parce que ce serait en quelque sorte contraindre les gens à voter, peut-être pour quelque chose pour lequel ils n'ont pas envie de voter, en fait. Donc, faudrait laisser le droit aux gens. On a le droit de voter ou le droit de ne pas voter. Encore une fois, même c'est un droit. Donc, on vous a pas convaincu d'aller voter dimanche, j'ai l'impression. Pour l'instant, ma position reste la même. Peut-être qu'un jour, ça changera, mais pour l'instant, ma position reste la même. Et ensuite, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, étant donné que je viens d'un quartier, quand j'étais plus jeune, on avait beaucoup l'impression d'être enclavé, d'être bloqué dans notre quartier, en fait. Les seuls moments où on sortait de notre quartier, c'était pour... moi, je faisais du foot, c'était pour quand j'allais au foot. Mais sinon, pour le reste du temps, on faisait tout dans notre quartier. On allait à l'école dans notre quartier, on allait au collège dans notre quartier, on faisait des activités dans notre quartier. Et je pense que si on ouvrait les quartiers plus tôt aux jeunes,
ils seraient peut-être un peu moins réfractaires et un peu moins défiants vis-à-vis de ce qui se passe en dehors de leur quartier en fait. Donc c'est ça que j'aimerais bien qu'il se passe. C'est qu'on ouvre un peu plus les quartiers et que les gens puissent en sortir pour faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire ou même qu'ils peuvent faire dans leur quartier mais avec d'autres personnes en fait. Reconquérir les quartiers, donc on l'a entendu, chacun a pu s'exprimer ce soir ici dans ce quartier libre. Merci d'ailleurs à toutes les équipes du quartier libre pour leur accueil chaleureux. Merci à tous les 10 d'avoir participé donc à ce premier débat citoyen sur France 3 Normandie. Et bien sûr, merci à toutes nos équipes, à la rédaction et à la technique de nous avoir accompagnés pendant 1 heure en direct et presque sans averse. J'allais dire merci à la météo, sauf sur la fin. Voilà, votre parole de citoyen compte pour nous. C'était super de pouvoir vous entendre. Et ça continue la semaine prochaine. Un nouveau débat est organisé à Caen. Cette fois-ci, il sera présenté par Émilie Flao dans le centre-ville, place Saint-Sauveur. Pour l'heure, c'est la suite de votre 19-20. Vous retrouvez comme chaque soir vos éditions de proximité avec la rédaction de Bête-Scène ou alors Mémoire vive avant le retour des informations régionales dès 19h. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne soirée sur France 3. Je pense qu'on a encore quelques secondes pour vous dire un grand merci à tous les 10 merci à vous d'être venus vous exprimer chacun. Je pense que tout le monde a eu à peu près le même temps de parole. Et vive la politique sur France 3. Belle soirée à vous. Merci beaucoup. Bon ben voilà, vous pouvez rester à